Jean-Baptiste Lemoine, bonjour. Nous allons donc parler tourisme et PME, vos deux portefeuilles. Commençons par le tourisme. L'épidémie progresse en France. Est-ce que vous êtes inquiet pour la fréquentation touristique, notamment la saison de Noël? On aura moins de visiteurs étrangers, on aura peut-être même moins de visiteurs qui iront de province en province ou de province à Paris. Ah, écoutez, nous avons quand même, grâce à la vaccination, grâce au pass sanitaire, déjà une capacité à garder ouvert nos activités, la plupart des activités. Ça va tenir jusqu'à Noël, jusqu'au Nouvel An. Grâce encore une fois, à une vaccination qui est montée en charge maintenant très rapidement. On en est sur le rappel, regardez. 12 millions 13 millions presque, 700 000 doses par jour de rappel. Donc les Français, je dirais, ont pris le pli. Et merci, parce que c'est ce sens de la responsabilité collective qui nous permet de garder ouvert beaucoup d'activités, la plupart. On a une pensée naturellement pour celles et ceux qui sont fermés. Je pense aux discothèques notamment, et nous discutons avec eux pour pouvoir les accompagner. Mais je reviens à la saison touristique. L'hiver dernier, souvenez-vous, seulement Morissette était vacciné. Les remontées mécaniques étaient fermées. Aujourd'hui, on est à 85-90% de la cible vaccinable qui est vaccinée. Les remontées mécaniques sont ouvertes. On a mis en place le pass sanitaire. Il y aura une saison d'hiver. Donc cet hiver bleu, blanc, rouge, il est là. Et nous aurons également des clientèles européennes de proximité. Je pense aux Néerlandais, je pense aux Belges, je pense aux Britanniques qui vont venir skier et revenir dans nos stations. Et c'est pour les Français qui veulent partir. Est-ce que ça se passe bien dans les négociations avec les autres pays? On peut penser à Israël, qui a une politique sanitaire très rude. Est-ce que vous avez des difficultés pour des gens qui disent « mais moi je voulais partir, on me ferme la porte ». Alors, c'est vrai que cette pandémie, elle frappe pas toujours au même endroit, au même moment, et les temporalités sont décalées. Donc aujourd'hui, par exemple, il est très compliqué de se rendre ou de revenir d'Afrique australe. On a placé ces pays-là en zone rouge écarlate. En revanche, il y a des destinations qui sont à nouveau accessibles. L'île Maurice, par exemple, il fut un temps, a été en rouge écarlate. Elle est désormais en simple rouge. On peut y aller dès lors qu'on est vacciné. Mais ce que je dis, c'est que finalement, la France, elle a une diversité aussi de paysages, d'offres, etc. Nos professionnels ont beaucoup souffert. Alors voilà, n'hésitez pas aussi à redécouvrir les montagnes françaises qui ont beaucoup souffert. Il y a beaucoup à faire. Souffert jusqu'où? L'ONU a donné un chiffre il y a une dizaine de jours. 2000 milliards de dollars perdus pour le tourisme sur la planète. Combien de pertes en France? Alors, si on prend la saison d'hiver, l'hiver dernier, c'était pas loin de 6 milliards d'euros de compensation que nous avons mis sur la table pour accompagner les acteurs et voilà, faire le différentiel avec ce qu'ils auraient dû toucher. Mais de façon générale, si je reprends depuis le début de la crise, on en est à 38 milliards d'euros mis sur la table pour aider les acteurs à faire face aux pertes de recettes. Vous évoquiez les 50% de touristes internationaux qui n'étaient pas au rendez-vous en 2020 et 2021. Eh bien, on a tenu à être là, l'État était là, aux côtés des acteurs, parce que la France, elle est la première destination mondiale, elle aspire à le rester, et ça veut dire, pour ça, il faut rester debout, et puis maintenant aussi, on enclenche une nouvelle vitesse pour rebondir. C'est le plan Destination France qu'on a présenté avec Jean Castex il y a quelques semaines et qui prévoit 2 milliards d'euros pour justement investir, rénover, moderniser notre offre, parce que le tourisme, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il y a besoin d'avoir des équipements qui sont haut niveau, qui sont attractifs, qui donnent envie de venir et de revenir. Alors, il faut avoir des équipements, mais il faut aussi avoir de la main-d'œuvre. Alors là, je passe sur votre autre portefeuille. La pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs comme l'hôtellerie, restauration. Et ça, pour attirer les touristes, c'est pas idéal. Alors, c'était des métiers en tension avant la crise sanitaire. Ça s'est aggravé. Parce que certains, effectivement, ont changé de secteur. Et pour faire face à ça, il y a deux choses. D'une part, les organisations patronales, professionnelles, salariales discutent, parce qu'il y a le souhait de la part des uns et des autres d'ailleurs de travailler sur les grilles salariales, d'augmenter un certain nombre de curseurs de ce point de vue-là. Mais et par ailleurs, à chope pour l'instant. Écoutez, ils ont commencé les négociations, ils doivent se revoir prochainement. Il y a une prise de conscience collective qu'il y a un besoin de faire des efforts de ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je crois, la nécessité de réhabiliter ces métiers. Ce sont pas des métiers de la servitude, comme certains peuvent le croire. Au contraire, c'est des métiers dans lesquels on peut se réaliser. On peut commencer justement commis, chef de rang, et 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ouvrir son propre restaurant, reprendre un hôtel, etc. Donc c'est des métiers de l'ascenseur social, justement. Donc, on va lancer une grande campagne de communication. On a budgété ça pour le premier semestre là, 2022 pour donner envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Voilà, les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, c'est des métiers glamour. Ce sont des métiers aussi où on peut faire appel à une manœuvre immigrée, la former, l'intégrer. C'est vrai. D'ailleurs, beaucoup d'employeurs le font et ça se passe très bien.
Hier, le président de la République a présenté son plan pour la présidence française de l'Union européenne. Mais il commence aujourd'hui par un déjeuner avec Olaf Scholz, nouveau chancelier allemand. Est-ce qu'il faut craindre les choix germaniques ? Austérité budgétaire, fin du nucléaire. Le pacte de coalition, il n'est pas très franco-compatible. En tous les cas, il y a dans le cadre européen une boussole qui est ce couple franco-allemand, ce réflexe de pouvoir travailler ensemble, se concerter. Moi, ce que je vois, c'est que depuis 2017, les sociodémocrates étaient dans la coalition aussi, eh bien, on a pu faire progresser beaucoup de chantiers. Mais là, il y a les libéraux, ça va pas être la même en musique. matière de politique commerciale, en matière écologique, etc., en matière de souveraineté industrielle. C'est des dossiers sur lesquels les Allemands, il y a quelques années, eh bien, n'auraient pas pris les mêmes positions. Regardez sur les batteries, sur tout ce qui est justement autonomie stratégique industrielle européenne. Et donc, ben voilà, le président, le chancelier vont se rencontrer. C'est très important pour eh bien voilà, travailler ensemble, fixer un cap. La France assume cette présidence française de l'Union européenne et on a une ambition forte pour la puissance de l'Europe dans le monde. On n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds. Il faut qu'on affirme. Mais il faut être unis pour être puissant. Bien sûr. Dans les dossiers diplomatiques, très souvent, on est désunis. Regardez sur les dossiers économiques, il y a désormais une grande convergence, la nécessité d'investir pour l'avenir, de relancer, et là aussi, les plus orthodoxes, finalement, eh bien, ont fait évoluer, je dirais, leur doxa. Donc, puissance, relance et appartenance. Voilà, sentiment d'appartenance à ce continent européen qui a inventé la démocratie, qui a des valeurs. Et donc, le président de la République, hier, l'a dit, on sera au rendez-vous aussi des valeurs. L'un des dossiers, c'est aussi de régler le problème migratoire. Ça ne se fera pas en 6 mois, bien sûr. Remettre Schengen à plat, mais on n'a pas eu l'impression de solution concrète hier. Alors, de ce point de vue-là, il y a deux dimensions. Il y a mettre un pilote dans l'avion. La zone euro, les ministres de la zone euro, ils se retrouvent régulièrement. Schengen, il y a besoin que les ministres de l'Intérieur... Pilotage politique. Première chose. Deuxième chose, regardez ce qui s'est passé en Biélorussie. Une forme d'attaque, quelque part, contre l'Europe, avec cette arme migratoire. On a besoin, entre Européens, eh bien, d'être solidaires, de pouvoir envoyer très vite des forces qui permettent de tenir nos frontières extérieures. C'est la Pologne qui a refusé d'abord que Frontex intervienne. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut se doter des outils qui permettent d'intervenir le cas échéant, déjà, monter en puissance de ce point de vue-là. Et puis, de toute façon, il faut prendre le sujet à la racine. Le sujet migratoire, c'est aussi un sujet avec les États d'origine ou les États de transit. Il se trouve qu'au Quai d'Orsay, je m'occupe aussi aux côtés de Jean-Yves Le Drian beaucoup de développement, de coopération. Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir avoir une approche commune entre Européens, Africains, ensemble. Enfin, notre avenir, il est ensemble. Regardez ce fuseau africain. Soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble. Et donc, du coup, ça veut dire justement favoriser, l'initiative privée. On a un acteur français, Proparco, qui aide justement les micro-entrepreneurs, etc. Parce que cette jeunesse africaine, elle a besoin justement d'avoir un avenir aussi sur le continent. Elle ne demande que ça. L'immigration choisie, Nicolas Sarkozy l'avait tenté aussi. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, ce dialogue avec les pays d'émigration aboutisse à une immigration sereine et choisie ? Je pense que il y aura une enceinte, notamment puisque au mois de février, il y a justement un sommet Union africaine, Union européenne. Il y a 4 ans à Abidjan, ce sujet était déjà à l'ordre du jour. Mais je crois qu'il faut y aller de façon positive. C'est parce qu'on va résoudre ensemble un certain nombre de défis liés à la stabilité, liés aux crises, etc. Et bien que on va résoudre ce problème à la base, qui est le sujet migratoire. La francophonie, qui est dans votre portefeuille, c'est une chance pour la France ou c'est juste des pays qui vont nous envoyer des migrants ? La francophonie, c'est une chance pour tous les francophones. Et nous, Français, peut-être qu'on s'en rend pas suffisamment compte parce que finalement, parler français, ça nous paraît évident. Mais il y a plein de pays dans lesquels le français est une langue minoritaire ou minorisée. Mais avec le français, vous pouvez travailler, étudier, aimer partout dans le monde, sur les 5 continents. Et donc, c'est, je dirais là aussi, un espace d'échange qui est formidable pour tout le monde. Nous avons d'ailleurs cet après-midi la réunion des ministres de la francophonie sous l'égide de Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Les patronats francophones, ça y est, travaillent ensemble. Geoffroy Roux de Bézieux a lancé une initiative de fédération du patronat francophone. Et enfin, j'ai l'impression que justement ça bouge. Là aussi, le président de la République, très engagé depuis 4 ans, dans quelques mois, s'ouvrira à Villers-Cotterêts. Vous savez, là où il y a ce château, justement, où Lady a été pris. Pour la langue française. Pour la langue française, une grande cité internationale de la langue française. C'est un patrimoine
qui nous appartient, mais qui nous dépasse aussi et qui est enrichi par tous ces affluents de tous les continents. Un peu de politique, la campagne présidentielle se relance tous les jours. Vous venez de la droite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que Valérie Pécresse est la mieux placée pour gagner cette présidentielle? Parce qu'elle va profiter de la division de l'extrême droite et puis ensuite du tout sauf Macron. Ah mais alors attendez, je vous mets à l'aise. La droite, enfin j'en suis issu, et beaucoup d'électeurs de droite se reconnaissent et peuvent se reconnaître dans la démarche du président de la République depuis 4 ans. Pardon, mais nous avons justement baissé les impôts pour les ménages, pour les entreprises. Nous avons recruté les policiers et gendarmes que à l'époque, la droite avait supprimé, 10 000, pardon. Donc, quand on veut faire du sécuritaire et du régalien, il faut peut-être un peu regarder ce qui a été fait par le passé. Donc, nous, on est au rendez-vous des résultats. Pareil pour la défense. Je crois que le président de la République, il a cette force, c'est de proposer un projet qui fédère, qui prend des gens... ça me rappelle mon conseil municipal à Valery, dans l'Yonne. Je veux dire, autour de la table, il y a des gens qui viennent de droite, de gauche, du centre, de la société civile. Ce qui compte, c'est le projet pour la France. Et je peux vous dire que le patriotisme, il n'y a pas de monopole. Et le président, je crois... fait beaucoup de ce point de vue-là. Et c'est à dire que Édouard Philippe et Horizon, ça va être le fer de lance de cette campagne présidentielle dans les 2-3 mois qui restent? Vous savez, au-delà des questions de boutique, je crois que ce qui intéresse les Français, c'est qui porte le projet, qui l'incarne. Et donc moi, j'appelle naturellement à ce que le président puisse... porter un nouveau projet pour les 5 ans à venir, et puis qu'on soit Modem, Horizon, En Marche, etc., tous se retrouver. C'est d'ailleurs le sens du lancement d'Ensemble Citoyen, qui est cette bannière commune, cette maison commune. Donc voilà, je dirais que il y a cette cathédrale qui est là, et voilà, on accueille largement les gens d'où qu'ils viennent, et les gens de droite ont toute leur place dans cette démarche. Le succès d'Éric Zemmour dans l'opinion en ce moment, en intention de vote, est-ce que ça ne vous alerte pas sur une carence du quinquennat écoulé, une certaine forme d'angélisme par rapport aux problèmes d'identité, de sécurité, de laïcité? Je vous rappelle, qui a fait adopter cette loi sur le séparatisme? C'est bien notre majorité. Est-ce qu'elle n'est pas déjà trop faible? Qui a fait... Non, mais je veux dire, on a régulièrement, au Conseil des ministres, on dissout des associations de fait islamistes, des gens qui veulent tester la République, mettre à bas ses valeurs et ses fondamentaux. Donc nous sommes intransigeants. Gérald Darmanin est naturellement, avec Jean Castex, très mobilisé sur ce sujet-là, et on va continuer sans relâche. Jean-Baptiste Lemoyne, merci, bonne journée.